On enchaîne avec maintenant, on va plutôt poursuivre notre panorama de sources de données et d'acteurs mettant à disposition des données. Et je vais appeler maintenant Philippe Abadik, donc, qui est délégué régional Occitanie de l'IGN, de venir nous rejoindre pour nous présenter non seulement les grandes missions de l'IGN rapidement, mais voilà, nous expliquer en quoi l'IGN va permettre de mettre à disposition des données massives pour tous les territoires à l'échelle nationale. Donc au-delà des cartes bien connues des randonneurs, l'IGN a une mission de service public qui est centrale, celle de bien connaître et faire connaître le territoire. Philippe, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci à la chaire et à Sarah pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors effectivement, le titre de mon intervention, c'est des données massives. Je vous invite plutôt à regarder votre écran, comme ça vous invite à parler dans le micro. Ouais. Du coup. D'accord, ça marche. Donc des données massives pour tous les territoires. La transformation de la mission de production d'IGN s'est transformée au cours des temps. On a fait le constat il y a quelques années et depuis longtemps que la donnée géographique a été partout. Nous sommes des objets géolocalisés. Toutes les données, tout point du territoire est géolocalisé maintenant, ne serait-ce que par les smartphones. Mais la connaissance du territoire reste indispensable, d'autant plus que nous assistons à des transformations de notre territoire sous l'effet du changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose dont on a pleinement conscience et dont les politiques publiques sont imprégnées en France. Et donc, comme nous obéissons et comme nous répondons aux besoins de connaissance du territoire pour le compte des politiques publiques, nous avons transformé à la fois notre modèle économique sur la donnée et nous avons aussi transformé, et c'est un peu inscrit dans notre logo, nous avons changé d'échelle. Et donc, nous produisons de plus en plus de données, de plus en plus précises, de plus en plus fines, à moyens constants, et avec, je dirais, un fort financement de l'État. À chaque fois que je vous présenterai une donnée, je vous donnerai des infos sur le financement, parce que c'est important. Parce que le premier intervenant l'a dit, la donnée, elle est gratuite. Elle est en open data, notamment tout le catalogue de données de l'IGN est en open data. Mais la donnée a un coût, il ne faut pas l'oublier, même si on s'est habitué à la gratuité, à la disponibilité de toutes les données. Voilà, donc outiller la nation pour comprendre son territoire, ça c'est l'Institut. Les défis, la cartographie des impacts de l'activité humaine, j'en ai parlé, produire des géodonnées pour la souveraineté numérique de la nation. Et évidemment, nous nous posons non pas en concurrent des GAFA, mais en alternative, et en tout cas, nous sommes sur le créneau du régalien. Pour cela, nous avons mis en place, le directeur général a donné un cap, une boussole LGL, je vais en dire, vous allez en avoir une synthèse sur la prochaine diapo. Donc une infrastructure qui s'appelle la géoplateforme, donc qui va répondre aux besoins de diffusion et d'utilisation de ces données. Et des data, j'en ai parlé, les trois que je vais vous présenter, c'est les trois grands programmes qui occupent une partie de l'établissement, le LIDAR HD, l'occupation du sol grande échelle, les plans de corps de rue simplifiés via une ortho-image et des cartes de l'Anthropocène thématisées. Thématiques en fonction des politiques publiques. Donc là, on va s'adapter, les cartes, elles sortent petit à petit. Et donc, chaque fois qu'un gouvernement ou qu'un ministre ou un ministère nous dit j'ai ce besoin, nous, on regarde dans notre catalogue des données ce que l'on a et on s'appuie sur nos forces et avec des partenariats avec d'autres établissements publics tels que le CEREMA, par exemple, l'INRIA, pour créer de nouvelles cartographies adaptées à ce que l'on demande. Le CEREMA, on peut dire que c'est une forme d'institut technique des territoires? Oui, c'est ça, c'est celui qui porte l'ingénierie territoriale. Voilà, avec lequel c'est un peu notre cousin. Et l'avantage du CEREMA, c'est qu'il connaît bien les collectivités territoriales, il apporte de l'ingénierie, il connaît les besoins et les usages, et puis nous produisons la donnée, et en fonction de ça, on peut adapter et collaborer. Alors, cette diapo, elle résume la stratégie de l'IGN. Donc, elle est basée sur 3 piliers, être un acteur des communs numériques, être un observateur en continu du territoire, donc là, c'est la problématique de l'Anthropocène, de l'évolution de l'Anthropocène. Donc, les premières cartes, elles ont été faites sur un siècle, après sur 50 ans, après sur 20 ans, la baie topo. Donc, maintenant, on essaye d'avoir une mise à jour en continu de toutes ces données, et d'avoir des séries temporelles de données les plus rapprochées dans le temps. Et puis, être un compagnon des découvertes et des représentations, c'est plutôt la partie grand public, je ne vais pas en parler, mais c'est la transformation des cartes IGN. On reste sur notre secteur de fournir des cartes de randonnée. L'objectif, c'est d'une manière générale, quand on prend une carte IGN, quand on la déplie, on a une vision exhaustive homogène et qui correspond à ce que l'on voit sur le territoire. Alors la carte n'est peut-être pas le territoire, mais en tout cas, nous, on essaye d'y tendre. Voilà.
On voit les défis, hein. L'histoire, c'est plutôt un territoire figé qui évolue pas beaucoup. Nous, on commence à s'activer, l'énergie, etc., etc. Vous avez le flot de données des GAFA qui arrive, qui est un vrai défi pour nous, qui submerge tout. Et du coup, on a quand même un anthropocène qui commence à évoluer. On voit la faille de l'anthropocène. L'objectif, c'est quand même de voir comment on peut réagir, nous, et de manière à ce que ces évolutions ne soient pas décrites par des données privées. Voilà, donc ça, c'est le rôle de l'Institut. Donc, alors, on a imaginé une digue pour le flux de données, c'est l'open data, paradoxalement. Alors, effectivement, les GAFA, ils ont les moyens de télécharger toutes les données gratuites, ça, c'est le premier truc qu'on se dit, mais les entreprises françaises aussi et européennes. Voilà. Donc, les jeux de données sont disponibles pour tout le monde. Et l'IGN se place plutôt en agrégateur, en observateur, et quand même en producteur de données, on va le voir tout de suite. Donc, la première grande donnée... Ouais. Pardon ? Quelques zooms, j'allais dire, sur quelques... Oui, d'accord. Donc, quelques zooms. Donc, sur le grand projet qui nous occupe actuellement, c'est le nuage de points LIDAR classé. Donc, c'est un projet à 65 millions d'euros qui est financé à 75% par l'État et à 25% par les collectivités, notamment les régions à qui on s'adresse. Et normalement, en Occitanie, les fonds européens ont été fléchés pour ce projet. C'est en cours d'approbation. En tout cas, le dossier est monté. Voilà. Donc, toutes ces données, je ne vais pas trop m'étendre parce que j'ai une présentation qui peut durer très longtemps. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est qu'on on a couvert le sud on a couvert le sud de la France. On finit par le nord dans les 2 ans qui viennent. Petit à petit, on livre en open data sur toutes les plateformes. On livre sur la géoplateforme maintenant, on livre toutes les données. Tout est disponible, les nuages de points classés, les modèles numériques de terrain, les modèles numériques de surface et les modèles numériques de hauteur de canopée. Donc le flux de données, il est assez classique en acquisition, ça je vais passer rapidement dessus. Les usages, on les connaît, et en fait le LIDAR HD, il a été vendu, peut-être survendu, mais en tout cas pour satisfaire beaucoup d'usages, mais notamment, parce qu'on le fait depuis 10 ans, pour la prévention des risques naturels par la modélisation des bassins versants, pour prévenir les phénomènes de crue, que l'on connaît bien ici, mais aussi la forêt. L'ONF travaille beaucoup sur la modélisation de la forêt et l'inventaire forestier national, qui est la mission que nous portons aussi. En agriculture, le LIDAR va servir pour le suivi de la politique agricole commune et éventuellement son monitoring. Voilà. Et puis après, il y a des fonctions d'aménagement du territoire, comment on détecte, comment on améliore la forme des bâtiments, pour positionner les panneaux photovoltaïques, comment on modélise le territoire. En fait, le LIDAR, il sert aussi pour les jumeaux numériques. Voilà. Ça, c'est pour le LIDAR, c'est un zoom très rapide. La deuxième grande base de données qui nous occupe actuellement et qui sera terminée l'année prochaine, c'est une commande du ministère dans le cadre du plan biodiversité 2018. Voilà, l'objectif, c'était de faire un état des lieux des consommations. Et donc là, on en a parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est l'État a demandé à l'IGN et au CEREMA et à l'INRAE de construire un outil pour suivre l'artificialisation nette du territoire et voir son évolution et voir si ça correspondait aux objectifs qui étaient fixés par la loi. Bon, la loi, donc, en 2 mots, la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Voilà. Voilà. Donc elle est prévue dans la loi, il y a des décrets d'application, donc ça s'applique à toutes les communes, ça s'applique à tous les territoires. Et l'objectif, c'était de fournir très rapidement, en 4 ans, une occupation du sol grande échelle, basée sur l'intelligence artificielle, sur des process qui soient robustes, et puis qui soient répétables et qui ne coûtent pas trop cher non plus. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est financé 100% par l'État ? Voilà, les deux premiers millésimes qui sont basés sur les derniers millésimes des orthos, donc de 2019 et 2022 par exemple, ou 2018-2023, sont entièrement financés par le ministère de l'écologie. Voilà. Donc l'IGN s'est basée sur ce qu'elle savait faire de l'OCS GE classique par photo-interprétation. Les photo-interprètes, on les a plutôt mis sur les annotations pour nourrir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a produit des cartes que l'on appelle COSIA, donc des cartes d'occupation du sol par intelligence artificielle, qui sont des cartes brutes. Alors, on a choisi une occupation du sol, petit détail technique, en deux dimensions, la couverture usage. Je reviens en arrière. Je ne sais pas si je reviens bien en fait. Bon, je tourne en boucle. En tout cas, on décrit à la fois l'usage et la couverture pour chaque partition. Et juste, vous avez parlé justement, on y vient peut-être, vous aviez parlé d'intelligence artificielle. En quoi on a besoin d'intelligence artificielle? C'est pour faire de la reconnaissance? Alors l'objectif, c'était de produire plus vite, puisque les dernières occupations du sol, quand on l'a produite, on le faisait en cofinancement avec les régions. Ça a été fait en Occitanie.
ça a été fait dans les Pays de la Loire, ça a été fait en Bourgogne-Franche-Comté, ça a été fait sur tous les DOM, mais je dirais que les autres régions étaient dotées d'occupation du sol, de modes d'occupation du sol régionaux qui répondaient à leurs besoins, et donc ils n'ont pas forcément voulu changer de modèle. Bon, ben ça, c'est quand on a un bébé, on le trouve plus beau que celui des autres, et quand on arrive avec un autre bébé, ben, il n'est pas forcément adopté comme on le voudrait. Donc cette politique était un peu volontariste de l'État et de l'hygiène, dans lequel nous mettions beaucoup d'argent, on utilisait beaucoup de subventions publiques. On a, à un moment donné, on a arrêté ça, et l'État est revenu à la charge en disant, ben non, nous, on a quand même besoin de connaître l'évolution macro sur la France. L'occupation du sol, elle est de dimension, elle a été décidée par un groupe de travail national. Donc nous, on va financer 2 millésimes. On vous demande de travailler dessus, de l'améliorer. Donc le CEREMA vient pour améliorer la partie bâtie, par exemple. Mais surtout, on vous demande de... On va financer, mais il faut qu'il y ait des processus innovants, parce qu'on veut que ça aille vite. Il ne s'agit pas de faire 3 ans pour faire une région, on va le faire en 6 mois. Voilà. Donc on s'est exécuté. Du coup, ça nous a obligés, nous aussi, à nous remettre en question et à commencer à nous intéresser à l'intelligence artificielle, même si on savait faire de la détection automatique sur les images depuis très longtemps. Voilà. Mais donc on a amplifié les choses et on a recruté l'année dernière 25 ingénieurs IA. Voilà. C'est quand même une belle marque de reconnaissance de l'établissement par les scientifiques, par les étudiants. Et du coup, on a réussi ce challenge, hein, parce qu'on est observé, hein, et donc on a plutôt intérêt à le faire, parce que sinon, on va dire, bah, dans le privé, ils savent faire. Voilà, si on regarde ce qu'a fait la DGFiP pour la détection des piscines via l'IA de Google, bon, ça peut aller très vite, dire bah, la puissance publique, elle va s'adresser plutôt à des grands groupes privés qui ont la surface et l'ingénierie capable. Mais là, on a répondu au défi. Donc je passe sur la partie technique, mais il s'agit de partitionner le territoire. Alors ça s'adresse à tous les territoires. L'hygiène travaille que sur les territoires nationaux. Voilà. Donc la production, elle se fait département par département, puisqu'on dépend du cycle des photos aériennes, qui sont départementales et qui est triennale. Voilà. Ça, c'est pour l'OCS. Si on peut revenir juste avant, oui, sur en quoi l'intelligence artificielle a été utile, et, enfin, ou plutôt comment vous avez mobilisé l'intelligence artificielle, c'est pour dire ça c'est de la forêt, ça c'est... Ou est-ce qu'on va plus loin dans la qualification de la zone en question? Et donc j'imagine que vous avez dû développer des bases de données d'apprentissage importantes. Oui. Vous avez trouvé des modes originaux. Oui, on a refondu la production, le mode d'organisation de production. Donc nos agents qui étaient photo-interprètes ont d'abord fait des annotations. Ils ont donné à manger à l'intelligence artificielle. Ça a été testé sur le premier département qui était le bassin d'Arcachon, enfin une partie de la Gironde. Et puis après, le premier département mis en production, ça a été le Gers. Donc à partir de ce retour d'expérience, on a réalimenté petit à petit. Alors on s'est aperçu qu'il fallait réalimenter chaque département parce que les typologies sont différentes. Ça, c'est le charme de notre pays. Mais cela dit, petit à petit, l'intelligence artificielle, elle travaille beaucoup. Et après, il y a un cycle de photo-interprétation correctif. Et on fait ce premier travail. Et puis après, on donne ces 2 jeux de données, puisqu'il y a 2 millésimes qui sont produits, on les donne aux utilisateurs. Et il y a une boucle de correction qui est faite. Où vous êtes assisté par l'IGN, enfin les collectivités sont assistées par l'IGN, puisque c'est vous qui connaissez vos territoires. L'objectif, c'est qu'en 3 semaines, vous devez détecter ce qui ne va pas dans les cartes que l'on produit. Et ces algos, ils sont mis à disposition aussi en open data, en open source, voilà, tout est mis en disposition, les données produites et les algorithmes. Donc vous avez là aussi, on imagine que ça peut avoir quelques conséquences pour certains acteurs privés qui peuvent avoir intérêt à réutiliser ces algos de détection d'images. Les conséquences, c'est surtout que c'est pas l'IGN qui produit, toute la France entière en 3 ans. On s'appuie sur CLS, par exemple, qui est un acteur privé, et donc j'imagine qu'il doit employer ces algorithmes-là. Troisième zoom sur une nouvelle génération d'ortho-images. Exactement. Troisième zoom, les nouvelles ortho-images, donc c'est ce qu'on appelle les plans de corps de rue simplifiés. Donc c'est un jargon technique, mais l'objectif, c'est de connaître, c'est de répondre à la loi anti-endommagement des réseaux, qui date de 2012 et dont le terme est en 2028. C'est de fournir le meilleur fond de plan, qu'il soit image ou vecteur, de référence pour décrire l'environnement des réseaux. L'objectif, c'est de ne pas les endommager quand on fait des fouilles à côté. On explique ce que c'est qu'un réseau sensible ? Un réseau sensible, c'est essentiellement l'électricité, c'est maintenant Internet, le réseau Internet. S'il n'y a pas de dégâts humains, et puis c'est surtout le gaz. Voilà. Et après, l'eau devient un réseau sensible. En fait, en 2028, tous les réseaux, quels qu'ils soient, doivent être à la fois connus en coordonnées X, Y, Z, mais aussi connus dans leur environnement. Donner les coordonnées d'un réseau, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner de l'environnement, parce que le tractopelle qui va arriver,
Lui, il a besoin de savoir s'il doit creuser à 60 cm du bord du trottoir ou du mur de la maison, etc. etc. Et donc, donc la solution proposée par l'IGN, c'est de produire des PCRS images, donc à partir d'ortho-images, à 5 cm, avec une précision de 10 cm, qui correspond à la classe A des réseaux sensibles, prévue par la loi. Nous ne travaillons que sur des emprises départementales. On ne répond pas, par exemple, la ville de Montpellier. Montpellier a lancé son appel d'offres, mais on est coordonnés, hein, ce n'est pas le sujet. A lancé son appel d'offres, mais on n'a pas répondu à cet appel d'offres. Nous, on a un marché public avec 3-4 groupements d'opérateurs qui ont des avions et des moyens de traiter ces données et qui travaillent pour nous selon nos spécifications. Donc c'est quelque chose qui en Occitanie est organisé. Donc là, on peut travailler à l'échelle inférieure au 500e. En Occitanie, donc, on a livré le 31 et le 11, donc l'Aude et la Haute-Garonne. On a terminé les prises de vue de l'Aveyron et du Lot. On a démarré les prises de vue du Tarn. Cette année, je viens de signer avec le conseil départemental de l'Hérault. Donc on fait tout le département et on coordonne les activités pour qu'elles viennent, que ce que l'on va faire sur Montpellier vienne en mise à jour dans un an. Donc comme ça, on aura un cycle de 2 ans pour Montpellier, ce qui est leur demande. Donc on s'adapte chaque fois qu'on fait. Et donc là, on est dans la gouvernance de la donnée, mais locale, je dirais. Donc à chaque fois, on prend soin, on réunit les acteurs. C'est pas un projet qui est payé par l'IGN. C'est un projet qui est payé à la fois par la région vers les fonds européens. Et là, la dernière diapo le montre bien. Hein. Donc 50% pour le FEDER, 50% pour les partenaires. L'IGN apporte 3% au titre des coûts évités pour les autres bases de données, mais c'est marginal. Et donc l'objectif, c'est de fédérer l'IGN, OpenIG, la plateforme, la région Occitanie, l'acteur principal du réseau de distribution d'électricité, donc c'est Enedis, qui lui est partie prenante dans ces regroupements, puisque sinon il est obligé de faire des prises de vue pour son propre compte. Ça lui coûte quand même moins cher de venir avec nous. Et donc, on propose ce pack à la collectivité départementale, que ce soit un syndicat d'énergie ou que ce soit un conseil départemental, pour prendre le lead sur ce projet. Et après, nous, moi, je mets en œuvre la partie production des données. Et puis, OpenIG et l'autorité publique locale compétente mettent en œuvre la partie animation et mise à jour. Et nous, on fait l'initialisation, mais après, il y a la mise à jour. Voilà, donc il faut convaincre les élus, il faut qu'il y ait toute une mécanique administrative qui se mette en route pour co-construire ces projets-là. Ce sont des prises de vue qui ne viennent pas d'en haut, elles sont décidées localement et par contre agrégées. Voilà. Donc vous voyez, on a 3 jeux de données qui sont importants, qui sont massifs, qui concernent tous les territoires. La résolution ne dépend pas des caractéristiques du territoire, bien au contraire, hein, parce que l'objectif, c'était de massifier et de donner des données fines pour que les politiques publiques s'appliquent, quelle que soit l'échelle du territoire et quelle que soit sa caractérisation. C'est ça, tous les territoires, quelles que soient leurs caractéristiques, sont logés à la même enseigne. Exactement, voilà. Au sein de l'IGN. Voilà. Alors des fois, il faut aller chercher de l'argent, puis des fois, c'est l'État qui prend la responsabilité de le faire. Ces données massives, on les produit. Dans 2-3 ans, ces programmes sont terminés, ils seront opérationnels. Et puis, on a réfléchi à rendre plus robuste le géoportail et à le transformer, puisque donc on a proposé à l'État de créer la géoplateforme. Donc, la géoplateforme, c'est à la fois le géoportail, c'est-à-dire la partie visible, ce que l'on voit, l'affichage des données, la diffusion, mais ça sera aussi, la plateforme, ça sera aussi une plateforme ouverte, mutualisée, dédiée à l'information géographique. Elle fait partie de l'État plateforme, donc c'est un des gros projets informatiques qui sont suivis par la direction du numérique. Donc on a aussi des objectifs, nous, de gouvernance interne, de gestion de projet. L'objectif, c'est de constituer un écosystème d'usage et de fédérer les communautés, parce que là, la géoplateforme va nous servir à la fois de mettre en visibilité, de diffuser et de permettre l'emploi des données massives que l'on produit. Ce sont des gros volumes de données. Hein. Dixit, la ville de Montpellier, qui a 2 Tera, par exemple, sur le LIDAR. Imaginez ce que c'est France entière. Et puis, en même temps, favoriser les communautés d'usage, puisque l'objectif, c'est d'entretenir les données en commun maintenant. Elles sont peut-être en open data. Vous dites que vous fournissez une infrastructure permettant le partage de données d'intérêt général produites par d'autres ? Exactement. Voilà. Et donc, est-ce que demain, ça répond à la question de Bruno tout à l'heure, la géoplateforme, ça va être l'acteur qui pourra recenser, ou en tout cas, si ce n'est recenser, héberger un certain nombre de données d'intérêt avec des métadonnées associées ? Voilà, donc la géoplateforme, elle a vocation à héberger des données.
Alors, elle va être basée sur un modèle économique freemium, c'est-à-dire que les usages intensifs seront payants, et l'IGN, par exemple, va payer la moitié des usages, puisque nous, on va beaucoup utiliser la géoplateforme, on va être un client de la géoplateforme. Les petits clients, une collectivité, une commune qui va vouloir travailler avec la géoplateforme, déposer ces données, les transformer, les croiser, publier une carte, ne paiera pas, bien entendu. Donc là, Voilà. on imagine là aussi des articulations importantes à avoir avec les opérateurs régionaux comme OpenIG ou comme Bien le sûr, CRIJ en PACA bien sûr, la géoplateforme, ou elle TGI impacte, en la Nouvelle-Aquitaine. géoplateforme, elle impacte aussi toutes les plateformes d'information géographique parce qu'elle fait partie des plateformes. Mais l'objectif, c'est de la co-construire avec eux, avec les acteurs régionaux ou départementaux quand ils existent, et puis de voir ensemble comment on peut mutualiser le stockage et la diffusion et les outils. Voilà. Donc pour conclure, peut-être un mot de la fin, un appel à lancer auprès de cette première communauté des acteurs intéressés par les données géographiques. Alors Juste avant, une minute, oui, bien sûr. une Bien sûr. minute, voilà. Donc pour la géoplateforme, voilà ce que vous pourrez faire. Donc quelle que soit l'échelle de votre territoire, c'est positionner vos données, les croiser avec d'autres. Il suffit d'aller les chercher. C'est pas, la géoplateforme n'a pas vocation à tout accueillir non plus, à tout stocker, sauf si c'est le souhait des gens qui ont la donnée. Vous réunissez les données, vous croisez les données, vous les transformez et vous les diffusez dans le format que vous voulez. Donc c'est pas un SIG, la géoplateforme, mais par contre elle va être dotée d'outils qui permettent le croisement des données et de produire des cartes. Voilà. Donc en gros, ça va permettre l'affichage, donc le geoportail.gouv.fr. Ça va permettre la diffusion et le téléchargement, c'est geoservice.ign.fr, qui est ce service qui va continuer. Ça va être organisé le dispositif collaboratif d'entretien des référentiels socles, mais aussi l'entretien des référentiels locaux comme le PCRS, par exemple. Éventuellement, la communauté d'usage départementale va dire ce PCRS, comment je l'évolue, comment je tag les évolutions et comment je remplace les images qui ont évolué. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif collaboratif. Et puis, vous avez aussi pour représenter les phénomènes, donc c'est un visualiseur de cartes qui s'appelle macarte.ign.fr. Voilà. La géoplateforme, c'est tout ça. Ça vient. Et donc, ma conclusion, c'est ça. Hein. C'est des données qui sont systémiques, qui En sont parlant dans le homogènes. micro pour qu'on l'entende bien, la conclusion, ce serait dommage. Ouais. Alors, j'y vais. Donc, ce sont des données qui sont systémiques, qui sont homogènes. Elles sont interopérables. Elles sont d'autorité. Et on les associe à une infrastructure de diffusion et de travail qui permet le travail en commun, je l'ai dit. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de la relation que j'ai bien connue, un producteur de données, l'IGN fait les données, puis nous, on les consomme, et vous êtes les consommateurs de données, et passons plutôt, alors je parle des données socles, évidemment, hein, et puis devenons des acteurs de la gouvernance ouverte. C'est un peu le défi que se lance l'IGN en interne, mais aussi en externe, c'est-à-dire que nous, on va sortir de la propriété de la donnée, on va sortir de l'usage exclusif de la donnée. On les diffuse depuis longtemps, mais l'IGN est quand même un gros consommateur de ces données. Ça lui sert à faire des bases de données pertinentes, d'autres bases de données pertinentes. Et donc voilà, on sort de ça pour devenir un acteur parmi d'autres d'un entretien en commun des données. Des données socles, par données socles, on Alors précise, les données socles, ouais. c'est les données qui sont produites par l'IGN. Ce sont les données qui sont nationales. Et donc, c'est les données que je vous ai présentées, mais il y a aussi la BD Topo, dont je n'ai pas parlé. En fait, ma conférence, elle peut durer 4 heures sur l'IGN. Oui, non, mais voilà. Déjà, 20 minutes, c'était déjà super. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Abadi, délégué régional Occitanie de l'IGN. Vous restez sur scène une minute si jamais il y a une question à poser, une question courte qui appellerait une réponse courte. Pierre-Louis, d'Agri Sud-Ouest Innovation. Oui, bonjour. Est-ce que ces données, elles sont uniquement du coup pour les services de l'État, les services publics, ou est-ce qu'elles ont vocation aussi à être utilisées par des entreprises? Alors, oui, est-ce que c'est à condition qu'elles rendent un service finalement à l'État derrière? Ou d'intérêt général, plus largement? Alors, il y a deux choses. C'est effectivement, le charme de l'open data, c'est que cette licence autorise la réutilisation commerciale des données. Donc, si une entreprise a besoin d'un jeu de données, de plusieurs jeux de données, de créer, et elle va imaginer un service, c'est son intérêt. Si ce service rencontre son public, elle va pouvoir générer des revenus pour l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... La réponse est oui. La réponse est oui, pardon. La réponse est oui, elle est 2 fois oui. Et je dirais, j'ouvre la parenthèse, on met en place le dispositif d'Atalliance qui permet de changer la relation, parce que là, on est plutôt dans une relation donneur d'ordre avec le privé qui produit pour nous.
parce qu'on les associe, il faut consolider la filière. On parlait la de filière, CLS, par exemple, qui voilà, produit CLS, pour vous un certain tous nombre les de données. avionneurs, Ouais. Avinéon, Géofit, etc. Toutes ces entreprises françaises, qui sont des PME, hein, travaillent pour nous, mais par contre, on est plutôt dans une relation de sous-traitance. Là, le Data Alliance, l'objectif, c'est de changer cette relation-là et de dire, nous, on est un établissement public, alors on n'est pas une start-up, on essaye d'être réactif. Maintenant, si l'État nous dit, moi j'ai besoin de ça, est-ce que dans votre stockage, l'État nous dit ça, vous avez des cartes, est-ce que vous pouvez nous produire cette carte? Et que si nous, on ne sait pas faire ou on a réussi à mettre en place des process informatiques pour produire des données rapidement à la demande, mais on ne peut pas le faire éternellement. Par contre, si une société privée, et ça c'est l'objet un peu de ma veille, a des compétences, a un process innovant, à ce moment-là, nous, on lui dit, écoutez, on s'associe, on s'allie, et après, on partage la valeur. Donc, vous voyez, il y a deux manières d'utiliser la donnée. Oui, on partage la valeur, c'est-à-dire demain, je suis un acteur innovant privé, je m'associe à l'IGN au sein de la Data Alliance pour imaginer un service commercial privé, on se partage la valeur et donc l'IGN devient un coopérateur de mon service. Alors, il y a ça, ou alors répondre à une politique publique. Oui. Vous voyez ? Mais donc l'IGN peut demain être impliqué dans la production d'un service commercial. Oui, on l'a déjà été. Très bien. On l'a déjà été via les licences d'exploitation commerciale. Voilà, donc c'est des choses que l'on sait faire, qu'on a su faire, qui ont été un peu mis sous le boisseau avec l'open data. Mais c'est des choses. En fait, on réfléchit à une nouvelle relation avec l'écosystème de la data, d'autant que les données elles sont partout maintenant. Et on sait que les privés, ils produisent de la donnée, ils ont besoin des données de référence. Et par contre, peut-être que Data Alliance, ça va leur permettre d'accéder à la commande publique pour produire une donnée à portée nationale, mais voilà. En tout cas, on comprend bien l'évolution du modèle de l'IGN qui s'ouvre aussi à différents types de collaborations, public-public, public-privé, avec des modèles économiques associés à inventer. Voilà, après, ça restera quand même pas marginal, mais on ne compte pas dessus pour faire survivre l'IGN. L'IGN, c'est 50% de subventions publiques de subventions, c'est de charges pour service de la CSCP, la charge de service public. Donc ça, c'est pour payer la structure de l'IGN et puis produire ce qui est dans le décret. Et puis, vous avez la moitié du budget maintenant qui est représenté par des subventions régionales ou nationales. Donc, vous restez un acteur public financé par le public, ouvert à des collaborations avec le privé, exactement. Avec pourquoi pas on l'a toujours été. Un petit partage de valeur. Mais on l'a toujours été ouvert avec le public. C'est juste que les données, elles étaient un peu chères. Voilà. Une autre question, éventuellement. Bon, Edith, c'est à ton tour de poser la question du coup. Non, Bruno. Edith, c'est un peu mon plan de secours, si jamais. J'essaie de sauver Edith à chaque fois. Non, une question. C'était sur quelque chose qui m'a surpris. C'était sur COSIA, c'est ça, hein, oui. sur les images avec la reconnaissance. On voyait sur un territoire que, par exemple, il y avait des éléments qui étaient très bien détectés, très bien reconnus. Bâtis, routes, etc. Et puis d'autres qui l'étaient un peu moins bien, vignes. Et puis d'autres encore moins bien. On voit un verger, par exemple, qui n'est pas du tout reconnu ou confondu avec de la forêt ou de la broussaille. Et du coup, ça veut dire que lorsqu'on aura accès à ces informations, en fonction des lieux, j'imagine qu'on sera confronté à ces problèmes-là. Et il y aura des métadonnées qui décriront un petit peu la qualité de la classification qu'on sera en droit d'attendre de ces Voilà, alors l'amélioration de la classification qui est issue de l'intelligence artificielle, elle peut se faire par deux moyens. Le premier, c'est celui qu'on utilise pour arriver à l'OCSGE, c'est d'utiliser toutes les bases de données que l'on a, notamment le référentiel par solaire graphique, c'est la baie des forêts, pour mieux décrire ce qui est détecté automatiquement. Donc on va dans le détail, mais on reste au niveau 3 ou 4 dans la nomenclature. On peut aller au niveau 5, au niveau 4, au niveau 5, je ne sais pas exactement où on s'arrête nous. Et donc c'est un peu un projet régional qui est en cours en Occitanie, où justement la région, elle a dit, écoutez, sur certains territoires, pour décrire vraiment les territoires et leurs spécificités, il faut aller au niveau 4, il faut aller au niveau 5. Et ça, à ce moment-là, c'est des OCS complémentaires qui sont faites, mais qui s'intègrent dans le référentiel national. On n'est pas sur une région qui va décider, de toute façon, moi je veux mesurer mon ZAM à moi. Mon ZAM à moi, je me dote de mon outil parce que j'en ai déjà un, je l'améliore. Et puis après, de toute façon, au niveau national, il ne décrit pas très bien les choses et je fais tout. Voilà. Au contraire, il dit, voilà, il y a quand même ça qui est fait, c'est ce socle, on l'adopte. Et après, on le prolonge. Et ça, je peux vous dire que ça donne du travail aux entreprises. Parce qu'aller au niveau 4, au niveau 5, d'abord, c'est le plus intéressant, parce que nous, finalement, on ne fait pas quelque chose de très intéressant, parce qu'on s'adresse au département, mais après, il nous dit, mais nous, on veut tout de suite, les gens disent, oui, mais on va aller plus loin. Donc, par contre, la région, après, elle promeut un peu, elle facilite l'accès au financement pour que les départements qui le souhaitent, ou les territoires qui le souhaitent, puissent aller plus loin. Puissent aller plus loin, mais en restant dans le cadre national. Et ça, c'est vertueux.
Et ça, c'est un des effets de la gouvernance ouverte. Vous voyez? On s'arrête Ça, c'est là-dessus. hyper important, oui. Merci beaucoup en tout cas Philippe pour cette intervention. On peut le remercier par vos applaudissements chaleureux à nouveau.